le monde des avions de combat, certains en font peur et d'autres font rêver. Parmi eux, il en est incapable de mener toutes les missions de la guerre aérienne moderne. Depuis une base ou depuis le pont d'un porte-avions, il peut chasser, intercepter, bombarder, mener des actions de reconnaissance, soutenir une attaque au sol et même porter l'arme nucléaire. Cet avion, sans doute le plus sophistiqué de sa génération, c'est le Rafale. Le Rafale surclasse tous les avions que j'ai pu piloter. Le Rafale est tellement bien fait qu'en mission de combat, il se fait oublier. En service dans les forces armées depuis 2002, le Rafale équipe aujourd'hui l'armée de l'air et l'aéronavale française. Sur le théâtre des opérations afghans, libyens et maliens, il a contribué à l'effort de guerre de la coalition internationale et apporté la preuve de son efficacité et de sa puissance. On a fait vraiment un bond en avant, une véritable révolution. On n'imagine même pas ce qu'on peut encore faire avec cet avion. Élaboré sur des choix technologiques radicaux, le Rafale a connu une genèse mouvementée. Imaginé il y a plus de 30 ans comme un avion européen, le Rafale est finalement un avion franco-français qui équipe avant tout l'armée française. Au-delà de la polémique, voici l'histoire du Rafale racontée pour la première fois par ceux qui l'ont imaginé, conçu, fabriqué et utilisé comme une arme de guerre. Bienvenue dans l'histoire du Rafale. L'histoire du Rafale, c'est vraiment une longue histoire. Milieu des années 70. Le monde est en pleine mutation, sociale, économique, mais aussi stratégique. D'un point de vue géopolitique, il est toujours divisé en deux blocs hérités de la guerre. Avec leurs alliés respectifs, les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent dans une guerre froide. Les armes en service sont issues de technologies anciennes. Beaucoup d'avions de combat ont été pensés dans les années 50 et 60. Mais la modernisation des flottes est en marche. Les F-15 et F-16 américains, tout comme les MiG-29 et les Sukhoi 27 russes, imposent leur supériorité. L'Europe, France et Grande-Bretagne en tête, ont évidemment une carte à jouer dans ce domaine. D'autant que les Mirage 3 et 4, les super étendards, les Tornados, les Jaguars et surtout les Crusaders européens vieillissent. Chacun le sait, ils seront bientôt dépassés. Même si les Mirage 2000 vont bientôt entrer en service, l'armée de l'air et l'aéronavale française anticipent le renouvellement de leur flotte. En 1978, le ministère de la Défense commande à Dassault l'étude d'un nouvel avion de combat tactique. Le besoin opérationnel était simple. Un biréacteur, léger, capable de missions d'attaque au sol, mais également de missions RR. On sentait qu'il y avait un besoin d'un avion plus polyvalent. Et puis besoin aussi d'un avion bimoteur. Si l'on a un moteur en panne, on peut toujours sauver la mission avec un deuxième moteur. Ce que souhaitait l'armée de l'air et aussi dans une moindre mesure la marine à l'époque, c'était d'avoir en un seul appareil toutes les capacités qui lui permettraient de remplacer tous les autres types d'avions qui étaient en service à l'époque. Et ça fait une économie terrible parce qu'au lieu d'avoir 6 types d'avions avec des équipages entraînés sur des avions spécifiques, des mécanos au sol entraînés sur des avions spécifiques, les pièces de rechange, etc., là on n'aura plus qu'un seul avion dans nos forces qui remplace 6 avions précédents. Mais les crises pétrolières ébranlent les économies nationales. Les budgets des États sont en baisse, alors que le prix des nouvelles technologies explose. Dans une Europe en construction, la solution se trouve peut-être à l'échelle du continent. La France et l'Allemagne se rapprochent. Et leurs deux avionneurs, Dassault et Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB, envisagent d'inventer ensemble l'avion de demain qui pourrait devenir européen. Les Anglais ayant appris que cette coopération est en train de se mettre en place, viennent tout de suite à la table. Ce que voyant les Espagnols et les Italiens, qui souhaitaient développer leur industrie aéronautique militaire, disent « et nous, et nous ». Et nous voilà donc, à partir de 1979, à 5 pays, avec 5 constructeurs, qui se réunissent et qui avancent. Mais comment avancer? En octobre 1979, les constructeurs s'entendent sur les grands principes. Le futur avion européen sera un biréacteur multirôle. Il volera à Mach 2, à 15 000 mètres de plafond et sera disponible en 1992. Si ces caractéristiques sont acquises,
D'autres restent en suspens. Nous sommes sur une difficulté fondamentale, nous, les avionneurs, c'est que nous n'avons pas une définition militaire du besoin opérationnel qui soit commune. Les Anglais voulaient un avion essentiellement défense aérienne, un peu plus lourd d'ailleurs. Nous, la France, on en voulait un plus léger, capable d'aller sur les porte-avions. Faire un biréacteur avec une forte poussée pour chacun des réacteurs va conduire les Allemands à un gros avion, ce qui commence à s'éloigner très franchement d'un besoin français qui voulait un avion léger, agile. Ils voulaient un avion qui reste de taille réduite, parce qu'on sait très bien que le prix d'un avion, ça marche avec le poids. Plus l'avion est lourd, plus il est cher. Dès lors, la compétition est lancée entre les constructeurs. Chacun va travailler de son côté et développer son propre projet. Chez Dassault, comme chez ses concurrents, on cherche la meilleure formule. L'enjeu, remporter le marché de l'avion européen. Nous avons à ce moment-là dessiné, puis testé en soufflerie sur des petites maquettes. Je crois plus d'une douzaine de configurations complètement différentes. Et c'est de ça qu'un jour, nous avons pu extraire une formule qui nous a paru particulièrement adaptée aux besoins que nos états-majors étaient en train d'exprimer. Très rapidement, l'aile Delta s'impose. Elle tire son nom de sa forme triangulaire. L'aile Delta, sa principale qualité, c'est qu'à poids égal, elle est extrêmement solide par rapport à une voilure classique. Sa pénétration dans l'air est facilitée, et donc on va plus facilement en supersonique. L'aile est couplée avec des plans canards. Ces petits ailerons placés à l'arrière du cockpit créent des turbulences sur la voilure. Ils améliorent la portance et rendent l'avion plus maniable. Le canard a été étudié en tenant compte de l'expérience du Mirage 4000 sur le plan aérodynamique. Il y avait une influence très favorable des canards sur une aile Delta, et là ils sont devenus carrément pilotables alors. Mais ils sont pilotables, c'est les calculateurs, hein. Le pilote, lui, il ignore totalement ce que font les canards. Et ça a été la révolution, puisque ces deux technologies se rencontrant, on a pu créer un avion qui marche très très bien. Et bien le gros intérêt, j'y arrivais. Souvenez-vous, un Mirage 3 avait une vitesse d'approche de l'ordre de 180 nœuds. Et là, on va se poser à 110. C'est génial. Réduire la vitesse d'approche pour apponter sur un porte-avions, un élément clé pour l'aéronavale française. « 1980, Salon de Hanovre. Dassault et les Allemands de MBB exposent chacun leur maquette. 2 ans plus tard, Salon de Farnborough. C'est au tour de Panavia, un consortium germano-italo-britannique, de présenter son avant-projet. Les Anglais mettent 70 millions de livres sur la table pour développer un démonstrateur en vol, invitant Dassault et MBB à rejoindre Panavia. Mais pour les Français, le projet n'est pas convaincant. C'est un biréacteur. Pour qu'on ait un vrai biréacteur, il faut que s'il arrive un incident sur un des réacteurs, l'autre réacteur soit complètement protégé. Ça veut donc dire que ce qui alimente les réacteurs en air, c'est-à-dire les entrées d'air et les manches à air, soient complètement séparés. L'avion anglais a un défaut majeur à nos yeux, c'est que les 2 entrées d'air sont côte à côte. Ce qui fait que si en supersonique, un moteur a un problème, ça remonte dans l'entrée d'air, dans l'amont, et ça repasse dans l'autre. Et ça veut dire que là, on a un faux bimoteur. On n'est pas protégé. Ça, ce sont des conditions de conception sur lesquelles on ne nous aurait jamais fait changer d'avis. Conséquence, en décembre 1982, Charles Hernu, alors ministre de la Défense, annonce que la France construira seule son démonstrateur. Ce sera l'ACX, nom de code de l'avion de combat expérimental. Après les maquettes, voici venu le temps des expérimentations en vol. 2 concurrents vont s'affronter, l'ACX de Dassault contre l'EAP de Panavia. Et bien entendu, ils voulaient essayer de le faire voler le plus tôt possible. Et quand on a appris leur calendrier, nous, on s'est dit, il faut qu'on vole avant eux. Et si les Anglais avaient mis sur la table un avion expérimental avant le nôtre pour éventuellement démontrer une formule, nous perdions un élément de négociation.
Les équipes de Dassault et celles de Panavia se livrent une guerre sans merci et travaillent d'arrache-pied. L'enjeu, être le premier à faire voler son démonstrateur. Dans cette course contre la montre, la motorisation est cruciale. Le choix de la propulsion pour les avions de combat est toujours un choix difficile. Et l'idée, c'était d'avoir un moteur qui se fait oublier quand on le manœuvre, ce qui est très important pour un avion de chasse, et qui soit performant. La SNECMA est contactée pour la propulsion de l'ACX. Pour l'entreprise nationale, l'avenir de sa branche motorisation militaire est en jeu. Perdre le marché de l'ACX pourrait lui être fatal. C'est elle qui fabriquait déjà les moteurs des avions précédents. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a dans le pays, hein? C'est de bonne guerre. Mais la mise au point de son nouveau moteur M88 demande encore 3 ans. C'est trop. On avait à cette époque-là 2 moteurs américains qui s'appellent les F404, qui sont les moteurs du F-18. Solution simple, eh bien nous allons prendre sur l'étagère des moteurs américains. Ils sont connus, par conséquent il n'y aura pas de surprise. Ils n'ont qu'un petit inconvénient, c'est qu'ils sont un peu gros. Et donc l'ACX démonstrateur va être un peu plus gros que nécessaire. Chaque partie de l'avion est un défi technologique. Les commandes de vol électriques de l'ACX seront numériques, donc pilotées par un ordinateur. Une première. Donc on assure, grâce aux commandes de vol, la sécurité de l'avion. L'avion ne peut pas se mettre en décrochage, il est protégé. Les commandes de vol pilotent aussi le réacteur dans les phases automatiques, allègent donc considérablement la tâche du pilote. Et du coup, le pilote peut se concentrer à sa mission. Le numérique, tout le monde le vit tous les jours, hein. Un ordinateur, ça plante, vous ne savez pas pourquoi. Bon, un avion, il ne faut pas que ça plante. Si ça bug, l'avion est perdu, et son pilote aussi. La grosse trouille, faut dire ça, c'est la fameuse erreur de logiciel qui balance toutes les gouvernes en butée, vous voyez, et qui peut casser l'avion. Sur un système aussi important, vital pour l'avion, la maîtrise des commandes de vol est essentielle. C'est la raison pour laquelle Marcel Dassault a voulu que les commandes de vol d'un avion soient entièrement faites par l'avionneur. 7 années se sont écoulées depuis la demande des états-majors. Et l'avion expérimental de Dassault prend forme. Avec son aile Delta, ses plans canards, ses commandes de vol numériques et bientôt son moteur SNECMA. Pour devenir l'avion européen, l'ACX doit surpasser le AP de Panavia et convaincre les états-majors des pays partenaires. Bien des difficultés ont été surmontées pour concevoir cet ACX. Mais il manque une donnée clé pour emporter le marché de l'avion commun. Un cahier des charges précis, signé par les 5 pays. Un jour, les ministres de la Défense des 5 pays se sont réunis et ont dit « Alors, chef d'état-major, vous avez ordre de vous mettre d'accord. » Ce que nous, les constructeurs, nous attendions. Et un jour, nous sommes convoqués pour qu'on nous remette la fiche de définition opérationnelle de l'avion de combat européen, signé des 5 chefs d'état-major. Enfin, nous avions une spécification commune. Et, force a été de constater qu'effectivement, les 2 premières pages du document comportaient la signature commune des 5 chefs d'état-major. Il y avait derrière 5 annexes qui demandaient des choses différentes. Dès lors, la rupture est inévitable. Elle est entérinée le 2 août 1985 au sommet européen de Turin. Les enjeux sont bien sûr militaires, mais également économiques. Le gouvernement français tient à sauver son industrie aéronautique, et particulièrement la SNECMA, d'où le refus des Français d'équiper le futur avion de moteur anglais Rolls-Royce. Il y avait des exigences trop différentes d'un pays à l'autre. Le besoin exprimé par les autres conduisait un avion trop gros, trop lourd, trop cher, pas assez polyvalent. Il y a eu de réels efforts pour essayer de se mettre d'accord. Et puis ça n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle la France s'est retirée du programme. La France a décidé de faire un avion adapté à ses besoins à elle, et y compris marin, donc marin et armée de l'air. Et puis de l'autre côté, les autres pays se sont regroupés pour faire ce qui allait devenir l'Eurofighter, mais il s'appelle le Typhoon officiellement, donc il y a Rafale d'un côté et Typhoon de l'autre. Le Typhoon et le Rafale, que l'on appelle toujours EAP et ACX, seront donc concurrents. Péché d'orgueil français, penseront certains, nécessité opérationnelle, diront d'autres. Toujours est-il que les 4 ex-partenaires ne seront pas acheteurs du Rafale. Les difficultés commerciales que connaîtra l'avion de Dassault prennent-elles racine en cette année 1985 ? C'est pourtant celle où il va voir le jour. Quand à un moment donné un avion prend corps, on se dit le moment est venu de présenter aux autorités
quelques mois avant le premier vol, de présenter aux autorités donc cet avion. 14 décembre 1985, atelier de Saint-Cloud. C'est le grand jour pour l'avion qui est présenté aux autorités en présence de Marcel Dassault. Selon la légende, c'est lui-même qui lui donne son nom, le Rafale. C'était une de ses dernières apparitions. Il avait dit la fameuse expression « ce sera un avion mondial ». Quand les journalistes lui avaient dit « alors votre avion il n'est pas européen », il avait dit « il sera mondial ». Il a toujours des réparties dans ce genre-là, Marcel Dassault. Marcel Dassault a eu pendant un temps des sentiments mitigés vis-à-vis des Rafales, au début. Marcel Dassault, visionnaire, a toujours aimé des avions relativement petits de taille, donc pas trop chers, de façon à ce qu'on puisse les exporter largement. Et au tout début, je me souviens de mes discussions avec Marcel Dassault, attention, ne faisons pas un avion trop gros, etc. Il est vrai qu'il entendait ce que voulaient les autres Européens à cette période, qui nous tirait vers le haut. Dieu merci, nous avons réussi à rester dans une taille raisonnable. Et à ce moment-là, je pense que Marcel Dassault a compris que la tendance était la bonne. Mais c'est vrai que les ingénieurs de bureau d'études que nous étions, pendant un temps, nous avons été sous une très forte pression de sa part pour continuer à faire un avion le plus petit possible, parce qu'il avait peur que si l'avion était trop gros, trop important, trop lourd, on aurait du mal à l'exporter dans beaucoup de pays clients. Ayant vu un jour de 1909, par hasard, passer un avion dans le ciel, il n'y avait pas souvent à cette époque, il comprit tout d'un coup que sa vie serait consacrée à fabriquer ces drôles de machines volantes et que l'aviation était entrée dans son esprit et dans son cœur. Depuis son plus jeune âge, Marcel Dassault a rêvé de fabriquer des machines volantes. À force de travail, de flair et de talent, il a créé l'une des plus grandes sociétés aéronautiques au monde. Cet entrepreneur de génie, dont nombre d'avions portent le nom, ne verra pas son dernier ouvrage quitter le sol. Il quitte lui-même ce monde le 17 avril 1986, quelques mois seulement avant le premier vol du Rafale A. Partout dans les usines, on s'affaire pour mettre au point le démonstrateur du Rafale. L'enjeu, prouver au monde que la formule d'assaut est la bonne afin de passer au stade du prototype. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le mieux, c'est encore de voler avant l'avion anglais, qui lui aussi prend forme. Au cours du programme, la motivation était telle dans les équipes françaises qu'à 2 reprises, nous avons raccourci le programme en cours de route pour que l'avion vole en gros 9 mois avant la date qu'on avait initialement mis sur la table. Ayant commencé à faire marcher cet avion au sol, brancher l'électricité, brancher l'hydraulique, mis du carburant, puis ensuite aller sur ce qu'on appelle l'air de point fixe pour commencer à faire tourner les réacteurs, à un moment donné, on se dit, apparemment, tous les systèmes sont au point, sont réglés. Nous réunissons tous les partenaires, ingénieurs, chefs mécaniciens, pilotes, tous ceux qui s'occupent des servitudes autour de l'avion. Nous sommes sur le terrain d'essai en vol. Et l'on pose la question à chacun, individuellement, en votre âme et conscience, est-ce que vous avez tout fait pour que cet avion soit prêt à voler? Et il faut une réponse de chacun qui dit oui, nous sommes prêts.